Bonsoir à tous. On va commencer pile à l'heure, a priori, on n'attend personne d'autre. Donc à nouveau, bonsoir et bienvenue à cette 6e édition des Jeudis du Savoir, qui aura lieu donc ce soir, qui parlera ce soir du patrimoine floristique de la Polynésie française. Donc l'intervenant Jean-François Buteau qui est juste à mes côtés. Une petite bio rapidement pour rappeler à tous le parcours de Jean-François, donc qui est forestier de formation, passionné pour la flore polynésienne à l'occasion de ses différents travaux sur le santal polynésien, menés initialement aux îles Marquises dans le cadre d'un vatariat. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pourrez lui demander. Dans l'ensemble, et donc après aux Marquises au début, et après dans l'ensemble de la Polynésie, au sein du service de développement rural. Il a obtenu en 2006 un diplôme de docteur en chimie moléculaire à l'Université de la Polynésie française. Bonsoir au dernier qui arrive. Bonsoir. Donc la soirée va se passer d'abord avec l'intervention de Jean-François pour environ entre 50 minutes et 1 heure. Ensuite, on aura l'association... Pardon ? Ça augmente. J'essaie de gagner. Ensuite, on aura l'intervention de l'association Moorea Biodiversité qui vous présentera les différentes actions qu'elle mène sur l'île de Moorea. Et ensuite, on pourra avoir l'échange entre les intervenants et vous, le public. Merci encore d'être venus et puis bonne séance. Bon jeudi. Yaorana, merci d'être là, nombreux apparemment. J'ai l'ambition donc de vous présenter une grosse partie de comment un botaniste voit la flore polynésienne, les différentes catégories de plantes qu'il a, comment les plantes sont arrivées, pourquoi est-ce que la Polynésie est riche en plantes, pourquoi est-ce que je suis passionné par les plantes en Polynésie. Les menaces aussi, puisque aujourd'hui c'est ça qui me fait vivre quelque part, parce que les plantes sont plutôt en mauvais état qu'on a besoin de s'occuper d'elles. Et puis on aura la chance d'avoir l'équipe de Moorea Biodiversité qui présentera un exemple d'action. Donc pour comprendre une partie de l'exposé, j'expose brièvement ce que beaucoup de gens savent déjà, c'est que la Polynésie donc, est très isolée au milieu du Pacifique, à 6000 km de tout continent. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'espèces endémiques, mais ça je vais venir un petit peu plus tard. Il y a relativement peu de terres émergées qui sont très dispersées, sur plus de 2200 km² du nord au sud, d'est en ouest. 120 îles, c'est difficile à gérer, les îles sont loin les unes des autres, beaucoup loin les unes des autres de ce qui se passe dans l'ouest du Pacifique, c'est ce qui fait qu'on est assez exceptionnel. Et il y a une certaine diversité dans les îles en altitude, en substrat aussi corallien ou volcanique, donc des habitats différents. Moins différents quand même que ce qui se passe en Calédonie avec les types de sols à nickel ou sans nickel, etc. Avant d'aborder la diversité des plantes, c'est vous montrer comment est-ce que les îles sont nées, d'où viennent les îles polynésiennes. Il y avait pas mal d'hypothèses d'un continent enfoui, etc. En fait, les îles polynésiennes, ce sont des résultats de volcanisme, de points chauds. Ici, vous avez une vue du fond sous-marin du Pacifique, avec la dorsale médio-océanique, où se crée la plaque pacifique, avec les alignements qui correspondent à chacun de nos archipels, les Australes, les Tuamotu, Gambier, etc., la Société, les Marquises. Donc tout ça, c'est du volcanisme de points chauds, ce qui fait que les îles sur lesquelles nous sommes sont au départ nées au milieu de l'océan, nées de nulle part, et ne sont que au départ des zones rocheuses stériles, avec aucune plante, aucun oiseau, etc. Et c'est sur ces îles-là que les plantes sont arrivées. Avec quelques travaux de géologie qu'ont fait donc, des géologues pour expliquer la naissance des îles. Je passe rapidement. Donc l'idée à bien comprendre, c'est que on part d'une île volcanique rocheuse sans aucune plante, et comment les plantes arrivent ici, c'est l'idée de la première partie de la présentation. Donc la colonisation par les plantes, comment est-ce que ça se fait? Donc on a 3 grandes voies d'arrivée des plantes. Tout d'abord grâce au vent, l'anémochorie. Vous connaissez le mot anémo, anémomètre, anémophile. Donc anémochorie, c'est la dissémination des espèces par le vent. Deuxième catégorie, c'est par les courants marins, donc l'hydrochorie, avec 2 possibilités. Une possibilité avec des semences, des propagules flottantes. Et une deuxième possibilité, ce sont des graines qui sont fixées sur des radeaux, des troncs, etc.
Et enfin, la troisième partie, quelque part la plus intéressante, hein, puisque ça fait intervenir d'autres êtres vivants, c'est grâce aux animaux, qui peuvent être diversifiés. Et soit on a des fruits collants, qui collent aux plumes, si ce sont des oiseaux, soit ce sont des fruits qui sont ingérés par ces différents animaux. Donc on va les passer tous en revue et bien les illustrer. Et donc l'anémochorie, la dissémination par le vent, vous avez deux moyens de vent. On a des vents réguliers tout d'abord. Habituellement, à basse altitude, les gens qui font bien du bateau connaissent qu'on a les alizés d'est qui sont réguliers plus ou moins sur l'année, qui s'inversent de temps en temps, mais la plupart du temps ils sont d'est. Et on a les jet streams, ce sont des vents d'altitude, plus de 10 km de haut. Ce sont les jet streams qui font que le vol de Los Angeles à Tahiti dure 1 heure de plus que celui de Tahiti à Los Angeles, grosso modo. Donc ils vont d'ouest en est. Donc on a ces deux vents principaux réguliers. Quand on connaît bien les plantes polynésiennes, on sait que la plupart des espèces sont d'affinité asiatique ou de l'ouest du Pacifique. Et on a très peu d'espèces qui viennent d'Amérique. Ce qui veut dire que ce ne sont pas les alizés d'est qui amènent le plus de graines, très légères, flottantes, très légères. Ce sont plutôt les jet streams qui nous amènent des graines de l'ouest du Pacifique. Donc des vents à 10 mm d'altitude avec des températures négatives, moins 40, moins 50 ou plus. Deuxième type de vent, ce sont des vents plus irréguliers, donc ce sont les cyclones. Les cyclones en Polynésie, on n'en a pas souvent, peut-être qu'on en aura de plus en plus. On a peut-être en moyenne un par an, un tous les 10 ans, mais sur des millions d'années, puisque la plupart des îles polynésiennes ont plusieurs millions d'années. Certains atolls de Tuamotu sont nés il y a plus de 60 millions d'années. L'île la plus jeune, Maitea, a 30 000 ans. Donc sur des milliers, centaines de milliers ou millions d'années, on a quand même des milliers à des dizaines de milliers de cyclones. Donc d'exceptionnel, ça passe à quelque chose de relativement régulier, l'arrivée des plantes possiblement par les cyclones. Donc les cyclones, eux, naissent plutôt vers la zone de Fidji, Samoa, pour finir jusqu'à l'ouest des Tuamotu, la société et les Australes. Donc ces deux types de vents, réguliers et irréguliers. Bien entendu, les plantes qui sont venues par le vent ont des graines légères, généralement, ou qui ont des dispositifs particuliers pour pouvoir être emmenées loin par le vent. Je vais illustrer ça un petit peu plus loin. Donc j'ai écrit le mot spore, donc le spore des fougères, les spores des fougères. Toutes les fougères, grosso modo, sont disséminées par le vent. Donc la plupart des fougères qu'on a en Polynésie française, c'est le vent qui les a emmenées ici, ou qui a emmené du moins leur ancêtre. Il faut aussi que ces graines-là résistent à des basses températures. Donc ça, c'est surtout vrai pour les graines disséminées par le jet stream, à 10 mm d'altitude. Donc il faut qu'elles aient un degré d'humidité assez bas, pour ne pas congeler à cette température-là. Enfin, comme les vents sont présents, ces vents-là sont présents dans la grosse partie du Pacifique, on a relativement peu d'endémisme. C'est-à-dire les plantes qui sont venues par les vents en Polynésie, elles sont venues aussi, elles sont arrivées également dans d'autres archipels du Pacifique, plus à l'ouest, plus au nord, etc. Donc généralement, la dissémination par le vent, l'anémochorie, ça n'amène pas beaucoup de plantes qui deviennent endémiques ici. Donc quelques illustrations. Donc ici on a un arbre assez commun, c'est le puarata. C'est un grand arbre, ça peut être un arbuste dans les zones qui ont brûlé, ça peut être un grand arbre dans les forêts d'altitude. Celui-ci, bon, il est énorme, mais ce n'est pas pour autant qu'il a besoin de grosses graines pour pousser. Donc vous avez ici ces fruits verts, ici des fruits secs, avec des petites loges dans lesquelles il y a des dizaines de graines très légères, de 1 ou 2 mm de long sur moins d'un demi-millimètre de large. Donc lui, le puarata, il y a des études scientifiques qui ont montré qu'il venait au départ de Nouvelle-Zélande, disséminé par le vent dans tout le Pacifique, par les jet streams, jusqu'à Hawaï. Bon, il y a quelques espèces différentes en fonction de chaque archipel, l'espèce hawaïenne est endémique de là-bas, celle de Polynésie française aussi, celle de Fidji également, etc. Mais sur toute la Polynésie française, on a à peu près la même chose. Deuxième espèce, c'est un arbuste, le apiri. Donc certains pêcheurs traditionnels savent que c'est avec le bois du apiri qu'on fait les hameçons pour pêcher les poissons de profondeur, le uravena. Donc lui, le apiri, quand vous regardez ses graines, ses fruits ont 3 ailes. Donc le fruit est un peu plus gros, bien entendu, que celui du puarata précédent. Mais il y a 3 ailes qui sont emmenées, qui lui permettent de voler assez efficacement. Le apiri est présent dans tout le Pacifique aussi, même à Hawaï, au Gambier il était présent, à l'île de Pâques, il y en avait sûrement à une certaine époque. Donc il a colonisé par ses fruits dotés d'ailes tout le Pacifique. Les fougères, donc là la fougère grosso modo la plus connue de Polynésie française, en tout cas pour ceux qui font la médecine traditionnelle, c'est le Metuapua'a. Vous voyez des sores à l'arrière. Dans les sores, il y a des sporanges. Sur les sporanges, il y a des spores. Quand vous passez le doigt sur l'arrière de la fronde, vous allez avoir un petit peu de poussière sur vos doigts. Ce sont les spores. Donc là, toutes les spores de ces fougères-là sont disséminées très efficacement par le vent.
Le métaux apura, il est présent dans tout le Pacifique également. Hein. C'est une des plantes les plus communes. Hein. Même sur tous les atolls, on va en trouver. Toutes les îles hautes, marquisiennes, sèches ou non, on en trouve. Donc ça, c'est un exemple pour représenter les 250 espèces de fougères polynésiennes. Néanmoins, bon, certaines fougères sont endémiques, mais c'est des fougères d'altitude, de forêt de nuages. Le cas des orchidées est intéressant, puisque, bon, qui aime bien la botanique aime bien les orchidées. En Polynésie, on en a très peu, on n'a que 40 espèces. Alors que si on va à l'ouest dans le Pacifique, au Samoa, il y en a déjà 140, à Fidji, il va y en avoir peut-être 200, 300, en Calédonie, on en aura plusieurs centaines également, en Papouasie, plusieurs milliers. Donc pourquoi est-ce qu'on a très peu d'orchidées indigènes et endémiques en Polynésie française? C'est essentiellement parce que leurs graines voyagent avec un champignon symbiotique sur la graine et que les basses températures des jet streams, donc à 10 km d'altitude, ne permettent pas au champignon de se maintenir. Le champignon meurt avant d'arriver. Donc c'est en grande partie pour cela qu'on a très peu de fougères, que 40 espèces, très peu d'orchidées, qu'une quarantaine d'espèces. Deuxième moyen de transport, donc l'hydrocorie. Donc là, les plantes qui utilisent ce moyen de dissémination, il faut que leurs semences gardent leur fertilité pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les plantes. Hein. Certaines plantes, en quelques semaines ou quelques jours, la fertilité des graines décroît. Il faut qu'on ait un tissu fibreux qui assure la flottabilité, et puis des téguments imperméables qui empêchent l'eau de mer d'arriver au niveau de l'amande et qui la fassent pourrir. Ce sont des plantes qui se développent généralement sur les littoraux. Hein. Leurs fruits ne sont pas très appréciés par les animaux, sont trop gros pour remonter les pentes, donc c'est essentiellement sur le littoral. Ils résistent aux atmosphères salines, aux embruns, à la sécheresse relative, etc. Et là encore une fois, il y a relativement peu d'endémisme. Je définirai un petit peu mieux le mot endémique tout à l'heure. Peu d'endémisme puisque les courants marins sont présents plus ou moins sur tout le Pacifique. Il y a juste une petite difficulté pour franchir l'équateur. Mais les plantes du littoral, quand on va en Calédonie sur le littoral, on n'est pas trop perdu quand on connaît les plantes du littoral de Polynésie française. Donc là, je pris un exemple de cocotier, bien entendu, qui voyage très bien. Il y a quelques années, les botanistes ne savaient pas si le cocotier était indigène à la Polynésie ou s'il avait été introduit par les premiers Polynésiens. Il y a eu des fouilles archéologiques aux Australes, un petit peu à Montréal, mais aux Australes, ils ont trouvé des coques de noix de coco qu'ils ont pu dater d'avant l'arrivée des premiers Polynésiens. Donc ça valide le cocotier comme indigène, en tout cas en Polynésie. Il a réussi à se disséminer depuis l'Asie du Sud-Est jusqu'en Polynésie française tout seul. Après, pendant les voyages des premiers Polynésiens sur les pirogues, les gens ont introduit effectivement peut-être plusieurs dizaines de cultivars, de variétés de cocotiers améliorés, plus grosses, avec de la boue importante, etc. Donc le cocotier, son statut biogéographique ici, c'est indigène pour les formes à petits fruits, généralement, et puis introduction polynésienne pour les autres. Une autre plante largement disséminée par la mer, c'est le hutu ou hotu. Il y a une expression tahitienne, c'est le hotupainu, pour dire quelqu'un qui n'a pas trop d'attache et qui se laisse voguer sur l'océan pour atterrir sur une plage ou une autre. Donc ça, c'est le bonnet d'évêque en français. Désolé, j'ai pas mis beaucoup de noms français. Donc le bonnet d'évêque, bonnet de prêtre, un gros arbre du littoral. L'amande est utilisée pour empoisonner les poissons, en tout cas pour pêcher, était utilisée. Donc voilà, un bon exemple de dissémination par la mer. De temps en temps, vous pouvez voir cet arbre-là néanmoins en montagne, mais il sera plutôt un témoin d'un ancien site d'occupation, puisque c'était une plante utilisée pour différentes raisons. Donc les gens l'avaient planté près de leur habitat. Le tamanou, également, qui peut voyager très efficacement par les graines. Lui, pour l'instant, on n'a pas tout à fait tranché s'il a pu venir jusqu'en Polynésie française tout seul, ou si il est arrivé avec les pirogues polynésiennes il y a un peu plus de 1000 ans. Le pandanus, le phara, il est commun sur toutes les îles de Polynésie également, surtout sur les littoraux, il réside très bien au Tuamotu. Ses fruits flottent très bien. Il est probable que le pandanus ait aussi un deuxième mode de dissémination, puisqu'il fait des fruits, des phalanges. Bon, ça, c'est son infructescence. Ça, c'est pas un fruit, c'est 70 fruits. Donc, chacun des fruits, c'est une phalange ici. Les phalanges, quand elles sont mûres, elles sont jaunes, elles sont rouges, oranges. Elles sentent bon, on a envie de les manger. Donc, on peut penser qu'il y a des disséminateurs ailés qui est aussi pu disséminer sur plus ou moins longue distance le pandanus dans certaines îles ou entre certaines îles. Donc il y a sûrement plusieurs modes de dissémination. C'est ce qui explique peut-être aussi sa présence un peu partout dans le Pacifique. Si vous allez aux Marquises, les forêts humides d'altitude des Marquises,
à 600, 700, 800 mètres peuvent être dominés des fois par le pandanus. Donc c'est pas la mer qui l'a emmené là-haut, c'est d'autres animaux. Le miki-miki, tahitien, c'est le harpillier, c'est celui qui pousse sur le papa, sur les rochers calcaires uniquement. Lui, il est relativement petit, il fait des fruits tout petits et des graines toutes petites. Donc elles sont toutes petites et néanmoins, comme le poirata, néanmoins, le flotte pendant très longtemps, elle résiste très bien au sel, plusieurs semaines ou mois dans la mer, etc. Donc cette plante-là, on l'a pas partout, elle est présente essentiellement sur les littoraux calcaires. Aux Marquises, elle n'est pas présente. Dans certains atolls de Tuamotu, elle est absente aussi quand il n'y a que du sable sur le littoral et quand le lagon est comblé. Et enfin, une liane qui est présente dans le monde entier, dans tous les océans du monde, Atlantique, Pacifique, Indien. Donc le Pohoe tatahi, une hippomée pied de chèvre, donc celle-ci aussi, la graine flotte très très bien. Donc voilà quelques exemples. Donc la partie un petit peu plus intéressante, puisqu'elle nous amène à parler de certains animaux. Donc la dissémination des plantes par les animaux, donc on a différentes possibilités, les oiseaux, les insectes et les chauves-souris. Alors les insectes, il n'y en a pas beaucoup qui sont suffisamment gros pour transporter des graines à longue distance. Je vais en revenir un petit peu plus tard. La chauve-souris, vous croyez qu'il n'y en avait pas en Polynésie française, mais sauf si vous lisez les articles scientifiques qui vont bien, mais ce n'était pas le cas. Donc il y a plusieurs possibilités, modes de transport par les animaux. Soit les fruits sont collés aux plumes, au pelage, et on appelle ça de l'ectozoochorie, donc c'est des fruits un peu spécifiques, et soit les fruits sont charnus, colorés, indiquent à l'oiseau qu'il y a quelque chose de bon à manger, donc c'est l'endozoochorie. Donc ecto extérieur, endo à l'intérieur. Là, pour certains vecteurs, pour certains oiseaux, c'est une dissémination qui est plus rare, plus aléatoire, et on va avoir beaucoup de plantes endémiques qui sont disséminées par ces vecteurs-là, essentiellement les oiseaux terrestres endémiques. Vous aurez une conférence là-dessus dans 2 mois, je crois. J'en dirai pas trop, mais je vais quand même passer dessus. Donc les premiers vecteurs, là, ça peut être donc les insectes, on pense, c'est surtout les libellules. Ici à gauche, vous avez Pintala flavescens, une libellule très commune. On l'appelle la libellule globe-trotteur parce qu'elle est présente dans tout le Pacifique. Elle peut apparemment faire des centaines de kilomètres ou plus. Elle se reproduit sur toutes les îles généralement aussi. Et elle vit dans des zones marécageuses. Elle peut avoir de la terre collée à elle avec des graines minuscules, différentes herbacées ou autres. Donc ça peut être un disséminateur de certaines plantes, généralement de zones marécageuses. Les chauves-souris, donc c'est essentiellement les roussettes. Et les roussettes, des archéologues ont trouvé dans des fouilles à Rorutu, dans des grottes, des ossements de chauves-souris, de roussettes. La chauve-souris qui est assez commune dans l'ouest du Pacifique, notamment en Calédonie, qui parfois est mangée en bougnat. Donc elle était présente aux Australes. Les archéologues n'étaient pas tout à fait sûrs si elle avait été introduite expressément par les premiers habitants des Australes ou si elle était venue toute seule. Sachant qu'aux îles Cook, il est avéré qu'elle était présente anciennement aussi et ils en ont réintroduit quelques individus dans différentes îles. Donc on peut penser, en tout cas pour les Australes, Austral-Cook, d'un point de vue biogéographique, c'est le même archipel géologique et biogéographique. Donc on peut penser qu'au moins on a eu des roussettes, des chauves-souris indigènes en Polynésie française aux Australes, qui pourraient être responsables du transport de quelques arbres à gros fruits aux Australes qu'on n'a pas en Polynésie, qu'on n'a pas dans la société. Ela et Eocarpus par exemple. Mais bon, surtout quand on parle de dissémination par les animaux en Polynésie française, on n'a pas de mammifères, hormis la chauve-souris, on n'a pas de mammifères indigènes. Les lézards sont très peu nombreux. Donc on va partir sur les oiseaux. Donc là aussi, les oiseaux, on a 3 grandes catégories d'oiseaux et en fonction des catégories, on va avoir aussi différents types de plantes qui vont être disséminées. Les oiseaux marins, qui font eux, chaque jour, ils peuvent faire des centaines de kilomètres, ou sur l'année, ils viennent se reproduire dans nos îles, mais le reste de l'année, ils sont à plusieurs milliers de kilomètres des fois des différentes îles. Beaucoup d'oiseaux de mer, par exemple, nichent encore bien à Tetiaroa et viennent se nourrir à Tahiti ou à Moorea. Et donc chaque jour, ils font des distances assez importantes. Donc là, j'ai cité quelques exemples. J'ai pas mis les sternes fuligineuses, qui sont celles aussi qui vont le plus loin des terres régulièrement. Si, ce que je dis sur les oiseaux marins, en principe, l'oiseau marin ne mange pas de graines, de fruits, c'est un mangeur de poissons. Donc c'est pas lui qui va ingérer les graines pour les disséminer. Donc on aura plutôt ces oiseaux-là en disséminateur de fruits collés aux plumes. Il y aura une photo pour illustrer tout à l'heure. Donc de l'ectozoochorie. Les oiseaux migrateurs. Donc là, on a des oiseaux migrateurs qui viennent d'Amérique du Nord, le courlis d'Alaska au milieu là.
ou le pluvier ou le chevalier. Donc ceux-là viennent d'Amérique du Nord chaque année, donc plus de 6000 km aller-retour. Et puis on en a quand même un autre, le coucou Nouvelle-Zélande, lui qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc à chaque fois, quand c'est l'hiver dans leur pays d'origine, leur zone d'origine, ils viennent en Polynésie française. Ils se reproduisent pas en Polynésie française, ils se reproduisent dans leur pays d'origine, on va dire. Donc eux, chaque année, c'est des grosses distances. Eux aussi ne sont pas supposés manger des graines, des fruits, et sont plutôt disséminateurs de graines collées à leurs plumes, soit directement, soit des graines dans de la terre collées aux pattes ou ailleurs. Donc plutôt les Tosocories, sauf de temps en temps le courlis. Alors le courlis, lui, il a été vu manger des fruits sur les littoraux des Tuamotu, notamment d'une plante qui est présente partout au Tuamotu, dans la société, etc. Donc lui pourrait être responsable de dissémination à longue distance de certaines espèces. Le coucou, lui, il est aussi plutôt carnivore, hein, il mange des insectes, peut-être des petits oiseaux, etc. Et enfin, les plus, on va dire, rares, patrimoniaux, donc les oiseaux terrestres, ceux qui intéressent le plus le botaniste qui aime bien les plantes endémiques. Donc là, quelques oiseaux terrestres, dont des vrais frugivores, les deux du haut, là celui du bas, le pigeon vert, le ptilope, le oupa, la gallicolombe ou le carpophage des marquises, mais il y avait des carpophages avant dans la société, à Tahiti, à Montréal. Donc ceux-là, c'est des mangeurs de fruits, des frugivores, d'ailleurs ils avaient bon goût, puisque les gens les mangeaient, et vont disséminer plutôt des plantes endémiques, parce qu'ils n'ont pas des rayons d'action très très importants. On a aussi les vinis, les petits loris. Eux vont manger du nectar de fleurs, mais de temps en temps, ils peuvent s'attaquer à certains fruits qu'ils peuvent disséminer. Le monarque de Tahiti, et puis les martins chasseurs. Donc eux, c'est des insectivores également, ou ils mangent les lézards, le martin chasseur. Donc ils vont plutôt avoir des fruits collés aux plumes. Donc c'est des oiseaux de sous-bois, dissémination de plantes de sous-bois, généralement. Alors, donc la dissémination par les oiseaux de mer de fruits collés aux plumes. Donc ça, cet arbre-là, il est assez connu pour les gens qui fréquentent les Tuamotu, les petits îlots. C'est le Pisonia grandis, le Puatea, qui fait 30 mètres de haut, un écorce lisse. Les oiseaux adorent nicher dedans, puisque les rats ne peuvent pas monter, les rats ne peuvent pas monter, les rats et les crabes ne peuvent pas monter. Donc ils sont assez tranquilles. Néanmoins, de temps en temps, il y a quelques hécatombes d'oiseaux, puisque quand il y a une fructification très importante, les oiseaux qui nichent dedans se font coller les plumes par ces fruits-là. Ça arrive de temps en temps, c'est pas pour autant qu'il faut couper ces arbres-là pour sauver les oiseaux. Si vous les coupez, l'oiseau n'aura plus d'arbres pour nicher. Donc une année, il y aura peut-être des morts, mais les années suivantes, la nature fait bien les choses, ça se passe bien. Donc ces oiseaux-là, à Tétiaroa par exemple, ça arrive régulièrement d'en voir sous les houppiers du pisonia, qui sont au sol, qui ne peuvent pas voler, puisque la graine, le fruit colle tellement bien qu'ils n'arrivent plus à écarter les ailes. Donc c'est possible de les récupérer, d'enlever les fruits, mais ça prend pas mal de temps. Généralement, ils se font manger par les crabes, ou les rats, ou les chats. Je me sers de ça pour illustrer la dissémination par les oiseaux, hein, pas pour dire que l'arbre est méchant. Voilà, ça illustre bien. Alors, si l'autre chose à remarquer, c'était que le Pisonia grandis, donc le nom latin d'une plante, il y a un nom de genre et un nom d'espèce. Donc retenez le nom de genre, Pisonia. Parce que le Pisonia du littoral ici, on a des cousins à lui dans les sous-bois des forêts d'altitude, dans les forêts humides. Donc ici, Pisonia brownie, endémique de Nukuiva aux Marquises, Pisonia tahitensis. Pour ceux qui iront couper du Miconia demain dans les vallées de Moorea, vous verrez celui-ci, si Marie fait bien les choses. Donc eux font des petits bâtonnets avec une substance collante dessus. Donc c'est des arbres qui étaient disséminés par les oiseaux du sous-bois. Aujourd'hui, il y en a très peu. Et ce sont souvent des arbres qui sont en voie de disparition, pas celui de la société, mais celui des Marquises, on ne connaît que 2 stations. Ceux des Australes aussi sont pas en très bonne santé, probablement en partie parce qu'il n'y a plus d'oiseaux qui fréquentent le sous-bois, ou à cause des rats, à cause des chats aussi, et qui peut disséminer ces fruits-là. Dans la même famille que les Pisonia, on retrouve cette petite herbacée que vous allez voir régulièrement sur les plages de sable blanc. C'est le Runa, qui a des tout petits fruits qui font 3-4 mm de haut, qui ont aussi des bandes adhésives et qui est aussi disséminé par les oiseaux ou par vous-même, avec chaussettes ou sans chaussettes, quand vous marchez sur les plages des Tuamotu par exemple. Donc c'est assez efficace comme dissémination. Un autre exemple de plantes qui font des fruits accrochés aux plumes ou aux chaussettes, vous connaissez tous donc le Sancrus equinatus, le piripiri. Celui-ci, c'est celui qui est introduit malencontreusement, qu'il y en a peut-être dans la pelouse ici.
Donc quand on le prend dans les mains, on se plante les aiguilles dans les doigts, ça fait mal, on ne l'aime pas trop, mais sachez qu'il y a une espèce indigène qui était le piripiri ra'aou, le piripiri médicinal. Celui-ci aujourd'hui est rarissime, en partie parce que les oiseaux de mer qui le disséminaient, tous les oiseaux qui le disséminaient, ont plutôt disparu des grandes îles, hein, à cause des chats, à cause des rats, etc. Donc lui, quand on le prend dans les mains, le fruit, la graine, les petits piquants ne rentrent pas dans les doigts, c'est tout doux, ça s'accroche bien par contre aux habits. Donc on avait une espèce indigène, une espèce introduite. Le plumbago, là encore, une espèce indigène qu'on va retrouver dans les îles de la Société. Vous connaissez surtout peut-être le plumbago ornemental à fleurs bleues. Bah, sachez qu'on a une espèce indigène qui fait aussi des petits poils glanduleux là, qui font que le fruit colle assez facilement. Donc là aussi, cette plante-là aujourd'hui est rarissime à cause de la disparition de son vecteur de dissémination. Le deuxième groupe, ce sont les plantes disséminées ingérées, dont les fruits sont ingérés. Bon, j'ai fait une thèse sur le santal, je suis arrivé en Polynésie pour le santal, donc là je vous mets le santal en premier. Donc ça c'est le santal polynésien qui est endémique de Polynésie française, des îles Cook et des îles Pitcairn, avec un gros fruit qui fait là 5 cm de diamètre, hein, c'est les formes de santal marquisiennes qui font des gros fruits. Donc celui-ci est disséminé par le carpophage, par le houpé, le gros pigeon endémique des Marquises. Donc ces plantes-là font des fruits qui sont verts quand ils ne sont pas mûrs, rouges quand ils sont mûrs. Sur des feuilles vertes, ça se voit bien, donc la nature est bien faite. L'oiseau repère facilement le fruit. Là aussi, on va en parler plus tard. Et donc il y a une grosse amande à l'intérieur quand même, mais il y a quand même de quoi manger pour l'oiseau. Hein. L'amande à l'intérieur, la coque fait à peu près 4 cm de diamètre et 5 cm pour le fruit. Donc il y a quand même de quoi manger. Un autre arbuste du sous-bois de forêt de Hopunu, par exemple, Toroea. Donc ça aussi c'est très commun, dans chaque archipel il y a une variété endémique. Ce fruit-là se mange, même par nous, mais c'est un peu natratnigo, il y a relativement peu de chair, mais les oiseaux, le pigeon vert par exemple, peut manger ça. Autre couleur, là c'est plutôt du violet noir, donc c'est le avaro, une plante médicinale, ornementale, cosmétique bien connue dans les différents archipels. Donc là aussi ça se passe de commentaires. Le poua. On a des pois ornementaux basse altitude, on a des pois endémiques ou indigènes d'altitude. Le pois fait un très gros fruit, mais avec des très petites graines à l'intérieur. Les oiseaux peuvent picorer ou peuvent l'avaler en entier. Le carpophage le peut, les autres oiseaux peuvent picorer uniquement. Donc je vous ai parlé tout à l'heure du courlis d'Alaska, donc cet oiseau migrateur qui mange plutôt des petits crabes ou des crustacés avec son bec tordu. Donc de temps en temps, on le voit manger les fruits du naupata, le scaevola du bord de mer qui est présent partout sur les atolls des Tuamotu notamment. Retenez bien le nom scaevola, le nom de genre, parce que on a 3 espèces de scaevola endémiques de Polynésie française dans des forêts d'altitude qui font des fruits plus petits, des fleurs un peu différentes, des fruits plus petits, et qui elles sont disséminés par des oiseaux endémiques. Donc le pigeon vert dissémine les espèces endémiques, pigeon vert endémique, espèce endémique, et puis avant on a le courlis indigène et les espèces indigènes. Donc on a souvent ce lien-là entre le statut des plantes et des animaux. Bon, c'était une sorte de présentation pour vous montrer comment les plantes sont arrivées, quelles catégories est-ce qu'on peut faire, le lien entre oiseaux et plantes, le lien entre endémisme, oiseaux endémiques et plantes endémiques, etc. Là, j'attaque un petit peu plus la partie le patrimoine naturel. Mes titres, c'était le patrimoine floristique de la Polynésie française. Je le divise généralement en 2. Le patrimoine naturel qui va intéresser le biologiste, et puis le patrimoine culturel qui va intéresser plutôt les habitants, les utilisateurs. Donc souvent, la flore polynésienne, on la qualifie à la fois de pauvre et de riche. Et généralement, c'est la pauvreté relative, parce que par rapport à d'autres archipels ou d'autres îles, on a relativement peu de plantes. Vous allez me dire, 1000 plantes, c'est quand même 1000 plantes indigènes, qui sont venues naturellement, c'est quand même beaucoup. Mais en fait, quand on est dans les forêts de Tahiti ou de Hoponu, à basse altitude, on a relativement peu de plantes. C'est facile pour les gens de Montréal Biodiversité de connaître toutes les espèces à Hoponu, n'est-ce pas? Ils pourront vous le montrer demain. Donc il y a relativement peu d'espèces, on retrouve toujours les mêmes. On fait une placette, on a 5 arbres, point. Alors que quand on va en Calédonie, on n'a pas 5 arbres sur notre placette, on en a facilement 10, 20, 30, 40. Donc on a relativement peu de plantes par rapport à d'autres archipels du Pacifique. Et si on va d'est en ouest, la flore augmente, 1800 espèces pour les îles Fidji, Nouvelle-Zélande 2450, puis en Calédonie 3500. Et en Calédonie, ça monte très rapidement le nombre d'espèces nouvelles qui est décrit. Donc voilà, on dit que c'est pauvre à cause de ça, généralement. Mais la flore est quand même riche à cause de son endémisme. Donc c'est ici que
je vais introduire un petit peu plus les termes de endémique, parce qu'il est souvent mal utilisé. Donc on a d'abord les espèces natives ou indigènes, ça peut être synonyme, ce sont des plantes qui étaient en Polynésie française avant l'arrivée de l'homme. Elles n'ont pas été introduites par l'homme, elles sont venues par les moyens naturels que j'ai exposés précédemment. Après, parmi ces endémiques, parmi ces espèces indigènes ou natives, on en a certaines qui sont endémiques de l'endroit précis. J'ai mis 2 en gros, parce que quelqu'un qui dit une plante endémique, il faut toujours qu'il précise de où, de quoi. Et généralement, cette zone-là, elle est relativement restreinte. On ne dit pas endémique du Pacifique. On peut dire endémique de Polynésie française, des Marquises, d'une ou deux îles, etc. Donc, une espèce endémique, c'est une indigène particulière et c'est une plante qui n'existe nulle part ailleurs que dans l'endroit qu'on a spécifié précédemment. Si vous allez toujours demain dans la vallée, vous verrez le Ixora mooreensis qui est endémique de Moorea. Il y a une jolie fleur qui sent bon, il est propre à l'île. Donc, si je vous avais posé la question à quelle plante endémique vous pensez, vous m'auriez peut-être cité le Tiarea petahi. Donc lui, effectivement, il est endémique, il est indigène de Polynésie française, hein, il est venu naturellement, il est natif, mais on peut aller un petit peu plus loin dans la caractérisation en disant qu'il est endémique de Polynésie française, de la Société, des îles sous le vent, de Raiatea, et même plus loin des plateaux du Temerani, qui ont une constitution géologique particulière, qui ont fait que cette espèce-là puisse développer là-bas. Donc on peut dire tout ça est juste. Et des endémiques, il n'y a pas que le Tiarea petahi, il y en a dans chaque archipel. En Polynésie française, on a 1000 espèces, dont 65% d'endémiques. Donc ça veut dire 650 plantes endémiques de Polynésie française. Donc là, j'ai mis quelques photos jolies pour dire, voilà, le Tiareanais, il y a plusieurs espèces endémiques, chacune des îles de la Société. Celle-ci, là, n'existe peut-être plus aujourd'hui parce que le mont Paria de Bora Bora a brûlé il y a quelques années. Le santal des Marquises, ici en culture, en pépinière à Nukuiva, variété endémique des Marquises. Il y a une autre variété endémique de Moorea qui est plantée au Belvédère. Le Kofai des Tuamotu, avec plusieurs variétés aussi, mais 2 endémiques des Tuamotu, une présente à Tupai dans la Société qui est en train de disparaître, et puis 2 autres Marquises. Au Gambier, pareil, on a un Aoteraa, un terminalien, un badanier endémique des Gambiers, qui est assez proche de ceux qui sont endémiques d'autres archipels, mais lui, il est propre au Gambier. Les Ixora, le Ixora mooreensis peut ressembler à ça. Là, c'est plusieurs espèces endémiques des Australes, le Tiarepa. Donc j'aurais pu en mettre d'autres, mais voilà, c'était pour illustrer. Alors, une plante qui n'est pas endémique, qui est l'indigène par excellence, c'est le Puraou, l'hibiscus à feuilles de tilleul de son nom scientifique. Le Puraou, lui, on peut dire qu'il est natif, il est indigène de Polynésie française. Par contre, on ne peut pas dire qu'il est endémique de la zone tropicale, c'est trop grand, il est dans tout le Pacifique, voire même plus loin. Donc lui, c'est un vrai indigène, présent partout, et manifestement disséminé efficacement par la mer. Puisque c'est d'abord une plante littorale. Quand vous allez en Calédonie, vous le voyez uniquement en littoral, alors qu'à Tahiti, on peut le voir en altitude, jusqu'à plus de 1000 mètres d'altitude, etc. Donc il a pris ses aises à Tahiti, il n'est pas contrôlé par d'autres espèces indigènes, qui le limitent au littoral ailleurs. Alors, une plante intéressante. Si on était moins nombreux, on pourrait le faire de façon plus interactive. Le Tiare Tahiti, qu'est-ce que vous pensez de son statut? Est-ce que c'est une plante indigène ou endémique? Il y a question piège, parce que c'est ni l'un ni l'autre en fait. Le Tiare Tahiti, il n'est ni indigène ni endémique. Il fait très rarement des fruits. Il fait toujours quasiment que des fleurs. On voit rarement des fruits. Il n'est pas, on ne le trouve jamais en position naturelle. Il est toujours cultivé par les gens. Et il a plein d'usages traditionnels. Donc c'est plutôt une plante qui sera plutôt une introduction polynésienne. Elle était là à l'arrivée de Cook. Le capitaine Cook et peut-être Wallis avant l'ont vu, leurs dessinateurs l'ont dessinée. Elle était présente déjà là, mais elle n'est pas naturalisée, elle ne peut pas se développer toute seule sans l'influence de l'homme. Donc en fait, pourquoi est-ce que cette espèce-là ne fait pas de fruits? C'est simplement parce qu'elle est dioïque. Il y a des pieds mâles et des pieds femelles séparés, et que tout ce qu'on cultive, c'est le pied mâle, puisque c'est le pied mâle qui est le plus fructifère, florifère. C'est lui qui fait plus de fleurs. Il fait peut-être 10 fois plus de fleurs qu'un pied femelle, qui va assez rapidement donner quelques fruits. Donc voilà le fruit d'un Tiare Tahiti. Et le Tiare Tahiti, lui, vient des zones littorales de Vanuatu, Fidji, Tonga, Samoa. C'est une plante littorale de zones calcaires soulevées. C'est pour ça que ça marche très bien à Maupiti, sur le littoral, ou dans certains atolls et Tuamotu. Alors, en bilan sur l'aspect richesse, là, je vous mets un tableau peut-être indigeste qui présente les 1000 plantes indigènes endémiques de Polynésie française. Elles sont déclinées par archipel. Vous voyez que dans les îles de la Société, sur ces 1000 plantes, on en trouve 550, et que sur ces 550, on en a à peu près 220 qui sont endémiques
de la société, ce qui fait un taux d'endémisme pour la société de 40%. C'est les Marquises qui gagnent au niveau de l'endémisme, c'est l'archipel le plus isolé de tout continent du monde entier, les Marquises, et le taux d'endémisme atteint 55%. Mais en plante, on en a 200 de moins que dans la société. C'est en partie normal aussi à cause de la taille de l'île de Tahiti, la superficie de Tahiti par rapport à celle des îles individuelles des Marquises. Les Tuamotu, les Gambiers, comme c'est des îles relativement petites, basses, on a relativement peu d'espèces indigènes et endémiques. Les endémiques des Tuamotu se retrouvent surtout sur les atolls soulevés, comme Makatea, comme Anna ou Niau. L'île qui est un peu la championne toute seule, c'est Rapa. On la met souvent à part, l'île de Rapa aux Australes, qui est toute petite, c'est 2 fois moins grand que Moorea. Néanmoins, 220 plantes indigènes et 70 plantes endémiques propres de Rapa. Ce qui nous fait, pour cette simple île-là, 31% d'endémisme. C'est l'île, s'il fallait en préserver une, on hésiterait entre Rapa, Raiatea, Tahiti. Mais Rapa est exceptionnel pour les plantes, pour les oiseaux, pour les insectes et les escargots, etc. Dans l'endémisme, on a plusieurs niveaux. On peut avoir des endémismes au niveau espèce et des endémismes au niveau genre ou au niveau famille. En Polynésie française, on n'a pas de chance, on n'a pas de famille endémique, comme ils ont en Calédonie. La famille des orchidacées n'est pas endémique, mais bon, pour vous dire, une famille de plantes, c'est les orchidacées, une autre, ce sont les palmiers, les aracacées, etc. En Calédonie, ils en ont plusieurs endémiques. Nous, on n'a pas ça, on a quelques genres endémiques. Donc là, je vais vous les présenter rapidement. Le Tiarapetai, le genre Apetaria. Donc les botanistes ont fait du nom tahitien de la plante le nom de genre. Vous avez peut-être entendu parler que du Tiarapetai, il n'y en a pas que à Raiatea, donc c'est vrai, mais ce n'est pas le même. On a plusieurs espèces de Tiarapetai, aux Marquises notamment. 2 espèces qui font des fleurs violettes à rose sur les différentes îles des Marquises. Et puis on a une autre espèce, à Rapa aux Australes, mais elles ont toutes la fleur caractéristique avec les 5 pétales tournés du même côté. Un cousin du Tiarapetai, c'est le genre Sclerotheca, avec des fleurs aussi un peu particulières, avec les pétales généralement des mêmes côtés. Donc ce genre-là est endémique de Polynésie française, plus des îles Cook. Donc généralement on dit ça endémique de Polynésie orientale, dans la région biogéographique. Parce qu'il y a une espèce de Sclerotheca endémique à Rarotonga. Donc ça aussi, quand vous allez dans les forêts très humides d'altitude de Tahiti, vous pouvez tomber là-dessus. Mais néanmoins, à cause du Miconia, c'est des plantes de plus en plus rares. Le genre Oparanthus, on va en reparler après. Oparanthus, c'est des marguerites, c'est des pissenlits arborescents qui peuvent faire plusieurs mètres de haut. Donc là aussi, on a 3, 6, 7 espèces endémiques. Celle-ci, elle était sur l'affiche de présentation, elle a été trouvée, elle est nouvelle pour la science, elle a été trouvée l'année dernière à Nukuiva. Donc c'est ça qui est un petit peu motivant aussi, pourquoi on s'intéresse aux plantes, en tout cas je m'intéresse. On peut trouver, je marche à la carotte, donc ma carotte c'est les plantes nouvelles ou les plantes extrêmement rares, donc quand j'en trouve je suis content et ça me motive pour quelques temps. Les Phytia, genre Phytia, donc ça c'est aussi des composés arborescentes avec des fleurs assez impressionnantes. Les Phytia étaient utilisés, leur écorce ou leur feuilles étaient utilisées pour parfumer le monoï à l'époque. Genre Placotira, donc lui ce genre-là est intéressant, 3 espèces endémiques des Marquises, lui il est d'origine américaine. Pour une fois, c'est un ancêtre américain qui a pu donner ces plantes-là. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que les composés arborescentes aussi sont plutôt d'origine américaine. Voilà, bon, Aroldiella, un genre endémique des Australes, le Rapa et le Raivavae. C'est bon, une sorte d'ortie. Il y a quelques années, on a trouvé aussi probablement un nouveau genre pour la science sur les falaises de Makatea. Donc on ne sait même pas à quoi le rapprocher, on sait que c'est la famille des Scrofulariacées. Le botaniste Jacques Fleurance, qui travaille sur la flore de Polynésie française, ne l'a pas encore décrite. Enfin, des fois on parle du palmier des Marquises comme appartenant à un genre endémique. Donc ça c'est le Hénou, ce palmier-là. Vous en avez quasiment en face là-bas. On considère endémique le genre et l'espèce des Marquises, c'est pas le cas. L'espèce aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle était présente anciennement aux Australes. Et il y a une deuxième espèce qui est présente en Mélanésie. Mais dans aucun des cas, on ne le connaît en milieu naturel. À chaque fois, c'est des palmiers qui ont été cultivés par l'homme et plantés sur les sites archéologiques. Donc, palmier intéressant, mais le genre n'est plus endémique. Alors, pourquoi toutes ces espèces endémiques en Polynésie? Qu'est-ce qu'on a de particulier? Bon, c'est pas particulier à la Polynésie française, c'est toutes les îles volcaniques, océaniques, généralement, océaniques ou non, sont particulières pour ça, on y retrouve des espèces endémiques. C'est en grande partie à cause de leur isolement géographique, peu de plantes ont pu arriver, peu de brassages ont pu se faire entre les différentes îles, la taille est relativement réduite de ces îles-là, et elles sont plus jeunes que les masses continentales qui les entourent. Polynésie française, l'île la plus ancienne actuellement, c'est à chercher dans les Tuamotu, c'est réduit
sous forme d'atoll, c'est par exemple Rangiroa ou un petit peu à l'ouest, Mataiva Tikehao. Ça a été daté ou estimé à plus de 60 millions d'années. Donc voilà, 60 millions d'années pour les îles les plus anciennes. Et donc le fait qu'on ait ces caractères-là, ça induit plusieurs grosses conséquences pour la flore des îles. Et je les passe en revue une à une en essayant d'illustrer. Donc le déséquilibre taxonomique, c'est-à-dire qu'on a un effet de filtrage entre les continents et les différentes îles du Pacifique. C'est-à-dire si on a 10%, si on a telle proportion d'orchidées sur les continents, on n'aura pas nécessairement le même. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. On a 40 espèces, alors que sur les continents à côté, en tout cas en Papouasie, on peut avoir plusieurs milliers. Donc on n'a pas la même proportion des différentes espèces. Notamment, c'est lié aux difficultés de transport de ces plantes-là, de ces graines-là. Donc tous les arbres ou les plantes qui font des fruits trop volumineux, trop lourds, qui ne flottent pas, qui ne volent pas, et trop lourds, pas intéressants pour les oiseaux, on a des familles complètes qui sont absentes naturellement de Polynésie. Donc là j'ai mis les anonacées. Bon, on les a les anonacées, mais c'est l'homme qui les a introduits. Le ylang-ylang, la pomme cannelle, le cœur de bœuf, le corosol. Mais on a pas mal d'espèces d'anonacées en Australie, en Nouvelle-Calédonie, en Papouasie, alors qu'ici on n'a rien d'indigène. Les méliacées, c'est la famille des acajou, cédrella, du nîmes. De la même façon, on a zéro indigène en méliacées ici. On en a qui sont plantés, les plantations d'acajou de Opunou sont bien connues. Et les ébénacées, donc les bois assez lourds, le kaki, les diospyros, on n'en a aucune, alors qu'en Calédonie, il y a des dizaines d'espèces endémiques, voire même à Fidji. Et on a une surreprésentation d'espèces à semences légères, les fougères. Donc si vous aimez bien les plantes en Polynésie, si vous voulez faire botaniste en Polynésie, vous avez intérêt à aimer les fougères. Parce que sur les 1000 espèces de plantes, il y a 250 fougères. Mais c'est difficile de s'y mettre, comme dans les mousses. Donc voilà quelques exemples de déséquilibre taxonomique. Donc les rubiacées, famille du café, du Tiare-Treiti, famille du Toroea, du Kahaya, du Mara. Dans le monde, on a 4% de rubiacées sur l'ensemble de la flore mondiale. Et en Polynésie, on a quasiment le double. Donc là aussi, on a pas mal de choses intéressantes, beaucoup d'endémiques insulaires en rubiacées. Les orchidacées, c'est l'inverse, 7% dans le monde, que 3% en Polynésie française. Les astéracées, donc c'est les pissenlits et les marguerites. Je vous ai néanmoins montré des arbres de marguerites, ou dans des marguerites arborescentes, on en a pas mal, mais pas suffisamment. On a 2 fois moins d'astéracées que sur les continents. En partie des continents, on a beaucoup de pissenlits, famille des pissenlits, des herbes à lapin, etc. Donc je pourrais rester un petit peu longtemps, mais voilà. Deuxième aspect, c'est beaucoup de plantes qui viennent des continents, quand elles arrivent dans les îles, c'est un peu raccourci ce que je dis, deviennent des arbres, deviennent ligneuses. Les composés que je vous ai parlé, les pissenlits ici, la famille aujourd'hui des astéracées, qu'on appelait avant les composés, la famille du pissenlit, la marguerite, les ignas, les gerberas, c'est des ornementales que les gens aiment bien cultiver, les herbes à lapin, les maharapiti, la laitue, ça c'est cette famille-là. Sur les continents, c'est essentiellement ou uniquement herbacées. Or ici, tout ce qu'on a en astéracées, ce sont des ligneux, petits ou grands. Donc voilà par exemple certaines astéracées. Ça c'est la mauvaise herbe, une astéracée mauvaise herbe introduite. Je dis mauvaise herbe parce qu'elle se reproduit facilement, ça colle aux chaussettes aussi. Donc celle-ci c'est inintroduite. Mais grosso modo, un ancêtre qui ressemble à ça a donné des bidens, donc le genre c'est bidens, avec peut-être 30 espèces endémiques à la Polynésie française. À Montréal, il y en a beaucoup sur la crête du Rotui, la crête de Mont Aputa, sur les falaises. C'est des arbrisseaux qui font des fois 1 mètre de hauteur. On a des dizaines d'espèces qui sont ligneuses, avec un peu de bois, comme vous le voyez ici, là. Alors que ça n'arrive pas trop. Les marguerites arborescentes, ça c'est celle des marquises notamment. On a là l'Oparanthus teiki-teetini, donc là le botaniste a donné le nom de son guide marquisien à la plante. Et c'est la plus grande composée du Pacifique qui fait 12 mètres de haut. Alors que sur les continents, vous allez voir que des trucs qui font moins de 50 cm. Autre aspect, c'est la diminution de la dispersabilité. C'est-à-dire, peut-être que les plantes qui ont réussi à venir ici, c'était les championnes de la dissémination longue distance, mais celles qui en sont la résultante, comme le Tiare-Petahi, sont des très mauvais, aujourd'hui, se disséminent très difficilement. Le Tiare-Petahi, en fait, ça ne lui sert à rien de disséminer à 10 km. Ce qu'il veut, lui, c'est retomber sur le plateau Temerani et pas aller plus loin. Il n'y a que dans ce milieu-là qu'il arrive à se développer. Donc, on a une perte de lien entre l'agent disséminateur de l'ancêtre. Donc, 2 cas que je vous illustre ici, c'est le cas du santal. Donc là, vous avez des graines de santal qui viennent de différentes îles. Les marquises en haut, Tahiti ici, Morea Rayatea et Ravave Irapa ici.
Ce qu'on s'aperçoit, c'est que le santal de haute altitude à Nukuiva fait les fruits nettement plus gros que les autres, ce qui rend sa dissémination difficile par les oiseaux. Ce n'est pas tous les oiseaux qui vont pouvoir le manger, tandis que les santales qui sont à plus basse altitude vont faire des graines un peu plus petites, des fruits un peu plus petits, qui peuvent être disséminés à la fois par le carpophage, à la fois par le ptylope. Donc ici, celui de Nukuiva à haute altitude, il n'y a que le carpophage qui peut le disséminer. Si on mange trop de carpophage, il n'y aura plus de disséminateur et cette plante-là va sûrement disparaître au bout de quelques dizaines ou centaines d'années. Donc là, cette diminution de la dispersabilité sur les dimensions des graines, ça se voit beaucoup à Hawaï. À Hawaï, il y a des beaux exemples de palmiers avec des graines toutes petites ou des graines énormes. Et il n'y a aucun animal qui peut disperser ça aujourd'hui. Le cas des bidens, petites composées là, ligneuses, là aussi ça a été bien étudié. Ça c'est une carte de la Polynésie française avec les akènes, les fruits ou les graines ou les fruits des bidens de ces différents endroits. Donc voilà le bidens sauvage mauvaise herbe qui a plein de poils sur le corps ici et qui a des petits crochets, des petits harpons sur les extrémités. Ça lui permet d'être disséminé très efficacement par les oiseaux, par l'homme, etc. Et en fait, tous les bidens qu'on a en Polynésie française, ils ont des systèmes d'accrochage moins bien développés ou qui sont aujourd'hui un petit peu déficients. Il n'y a plus de petits pitons, de petits harpons aux extrémités, ils ne sont plus poilus, les poils facilitant la tenue sur un pelage ou sur les plumes, etc. Donc là aussi, on a des beaux exemples dans les différents archipels de perte de moyens de dissémination par ces plantes-là. Une autre conséquence d'habiter sur une île ou du syndrome insulaire ou d'isolement, c'est la radiation adaptative. C'est-à-dire, on a relativement peu d'espèces qui ont pu venir en Polynésie française, mais elles ont radié. On a une seule espèce ancêtre qui est devenue, sur les différentes îles, qui s'est démultipliée, qui s'est différenciée dans les différentes îles ou dans les différents habitats, pour arriver aujourd'hui à des fois 30 à 40 espèces avec une ou deux espèces ancêtres. Donc là, il y a quelques quelques genres qui ont été étudiés, le genre Psychotria ou Circandra. Donc pour étudier ça, soit on le fait morphologiquement, celles qui se ressemblent le plus, probablement qu'elles ont même ancêtres, et puis il y en a d'autres qui ont des fruits un peu plus gros ou des feuilles un peu différentes, soit on le fait avec la génétique, et ça nous permet de voir plusieurs arrivées de plusieurs provenances. Donc ça a été fait sur ces genres-là. Je vous présente par exemple les Psychotria. Si vous aimez la botanique, là, les Psychotria en Polynésie, c'est ce qui est un petit peu le plus difficile, avec 4, 5, 6 espèces endémiques de Tahiti. Aux Marquises, il y en a bien une dizaine également. Donc ce sont tous des arbustes de sous-bois, avec des fleurs plus ou moins nombreuses, plus ou moins grandes, des fruits plus ou moins différemment. Donc là, les Psychotria, peut-être 2-3 espèces ancêtres qui ont donné une trentaine de descendants différents aujourd'hui. Les Circandra, de la même façon. On sait qu'on a moins 3 sources d'origine, les Samoa, Fidji, Hawaï, qui ont donné les 30 espèces qu'on a en Polynésie française aujourd'hui. Je vous ai présenté déjà ça tout à l'heure, les Sclérotheca, probablement une seule espèce ancêtre qui a donné les 6 espèces ici. Les Tiarepetae, pareil, les Fichia, une seule espèce ancêtre qui a donné tout ça. Donc au final, on s'aperçoit, aujourd'hui, au fur et à mesure que la botanique avance, on peut calculer le nombre de colonisateurs qui ont donné la flore de 1000 espèces en Polynésie française. Ça, ils l'ont bien fait à Hawaï, et c'est pas sinon, Hawaï, ils ont 1000 plantes, mais peut-être qu'ils ont eu que 100 colonisateurs, 100 phénomènes de colonisation réussis. En Polynésie française, peut-être qu'on est dans ces eaux-là également. Enfin, une autre caractéristique des plantes des îles, c'est qu'elles perdent leurs moyens de défense physique et chimique. C'est ce qui fait qu'elles sont très sensibles aux prédateurs herbivores. Donc on a très peu de plantes toxiques ici, on a très peu de plantes piquantes. Quand vous pensez des plantes piquantes, vous allez me dire le lantana, le framboisier, mais ça ce sont des plantes introduites relativement récemment, ce n'est pas des espèces indigènes. Donc là on a une espèce, je l'ai illustré ici, une espèce indigène, le tataramoa, les crochets de coq là. On a plusieurs espèces, mais on a cette espèce-là qui était assez commune dans la société il y a une centaine d'années. Elle est assez rare, mais donc voilà, elle fait des piquants sur les gousses, sur les feuilles, etc. Et de temps en temps, on trouve une forme inerme, une forme sans piquant ou presque pas. En fait, elle n'a pas besoin, la sélection aujourd'hui, il n'y avait pas d'herbivores par le passé. Le seul mammifère indigène en Polynésie, c'était le seul mammifère terrestre indigène en Polynésie, c'était la chauve-souris éventuellement aux Australes. Aucun mammifère, pas de chèvre, pas de rat, pas d'autres herbivores que les quelques insectes. Donc aucun intérêt à avoir des gousses épineuses ou aucun intérêt à avoir de mauvais goût, ce qui fait que les chèvres font des dégâts très importants, les bœufs aussi, sur la végétation naturelle.
Et les chèvres et les bœufs sélectionnent plutôt négativement. Hein. Elles ne mangent pas les plantes introduites envahissantes qui ont mauvais goût, elles mangent plutôt que les endémiques qui ont bon goût. Alors, ouais. La partie culturelle va commencer à peu près là, avec des plantes introduites par l'homme. Donc les botanistes ont deux catégories généralement, les plantes d'introduction polynésienne, ça s'est passé plus ou moins vers 800 après Jésus-Christ, il y a un peu plus de 1000 ans, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et l'arrivée des premiers navigateurs européens. Ce sont ces plantes-là qui m'intéressent aussi pas mal, puisque ce sont elles qui font le lien entre la botanique, l'ethnobotanique, les usages culturels, les usages traditionnels. Et on va parler très rapidement des introductions modernes, qui sont les plantes introduites depuis l'arrivée des premiers Européens. Dans les introductions polynésiennes, on a à peu près on estime à peu près 60 à 70 espèces, ces plantes qui ont voyagé sur les pirogues. En plus du rat polynésien, en plus du cochon, du chien et du poulet. Donc elles sont quasiment toutes originaires de l'ouest du Pacifique, sauf deux qui sont plutôt d'origine américaine, la patate douce et la calebasse. La calebasse liane, pas la calebasse qui fait un arbuste. C'est ce qui nous permet de dire quand même, vu qu'elles sont quasiment toutes originaires de l'ouest du Pacifique, ça concorde bien avec l'hypothèse de l'origine asiatique, sud-est asiatique des premiers Polynésiens, ou des Polynésiens tout court. Torreyarda n'avait pas dit la même chose en se basant sur la patate douce, mais c'est une contre 59. On pourra en parler après, mais là j'aurai pas le temps. Comment est-ce qu'on reconnaît une plante d'introduction polynésienne? Donc généralement, c'est des plantes qui ont été introduites à dessein pour leurs usages médicinaux alimentaires. Pas forcément parce qu'elles sont jolies, hein, comme les plantes qu'on introduit aujourd'hui. Elles ont des noms polynésiens précis, qui ne dérivent pas des noms français ou anglais. Hein. Tuava, le goyavier, Tuava le tahitien, ça vient de goyava, le nom anglais. Vanira de vanilla, maniota, le manioc. Bon, ben voilà. Viné, c'est viné tataï, le raisin de mer, ça vient de wine, le vin. Et puis Vipopara, vi c'est la pomme citère, mais la pomme citère des popara, ça c'est le manguier. Donc le manguier, son nom c'est Vipopara, mais le vitreti, c'est la pomme citère. Donc, vous pouvez vous amuser à voir quels sont les noms tahitiens de vos plantes et peut-être que vous saurez si c'est des plantes vraiment tahitiennes ou importées plus récemment. Plusieurs de ces plantes d'introduction polynésienne ont de nombreux cultivars, l'arbre à pain, les taros, les ignames, etc. Donc on a aussi, c'est une caractéristique, beaucoup de ces plantes-là ont des cultivars, des variétés créées par l'homme, modifiées par l'homme. Un certain nombre de ces espèces ne font pas de graines, ou ne font pas de fruits, ou font même des fruits sans graines. Quand vous mangez une banane, il n'y a pas de graines. Quand vous mangez un arbre à pain, généralement, il n'y a pas de graines, etc. Et donc souvent, la multiplication est assurée par multiplication végétative, bouture, marcotte, rejet de racines, etc. En partie parce que ces plantes-là ne font pas de graines, elles ne peuvent pas se débrouiller toutes seules. Et donc la dissémination de ces plantes-là est difficile ou impossible par les moyens naturels, mer, vent ou oiseaux. Je vous les présente très rapidement. On a toute une série de tubercules, les aracées, le hapé, le mahota, le taro. Le taro, par exemple, j'ai jamais vu de fleurs encore de taro. Apparemment, il y en a, c'est très rare, mais il n'y en a quasiment pas. Et pas de graines. D'autres aracées, le piaricie, la cordyline. Les cordylines introduites récemment font des fruits, mais la cordyline ancienne en fait très très rarement. Les ignames, donc on a plein de variétés d'ignames, mais on a d'abord 5 espèces différentes d'ignames. Donc là on voit les 3 plus communes, mais il y en a 3 plus rares qui font des piquants sur la base des tiges ou près des tubercules. Les bananiers, donc à la fois les figues, à la fois les bananes plutôt normales. Mais en fait, sachez que tout ce que vous mangez en banane aujourd'hui, toutes les bananes dessert, sont des importations récentes, modernes. Ce n'est pas les bananes tahitiennes. Les bananes tahitiennes sont toutes à cuire. C'est des variétés Maori, Pou, Oreha. Donc c'est ce que j'ai mis en photo ici. Je n'ai pas mis une variété Rio ou Hamoa. D'autres arbres à introduction polynésienne, bon, certains une variété de cocotier, l'arbre à pain, le mapé, le vitreti, pomme citère. Citère, c'est Bougainville, c'est la nouvelle citère, c'est Tahiti. Et puis la pomme d'eau, la pomme rose, le haria. Quelques arbres sacrés, le tamano, on hésite toujours. Le bois de fer, là on est quasiment sûr que c'est une plante qui a été importée par l'homme. Et puis un arbre beaucoup plus rare, le pois veo qui était présent que sur les Marae. D'où son nom, Crateva religiosa. Les botanistes de Cook l'ont trouvé que sur les Marae et l'ont appelé religiosa pour marquer ça. Quelques plantes qui semblent ornementales pour les occidentaux, que je suis, mais qui en fait sont surtout des plantes médicinales, le Tiretreiti ou les hibiscus. En tout cas, les hibiscus, il n'y avait que 2 variétés qui ont été importées par l'homme. La forme simple est très rare.
parce que quand vous regardez bien les hibiscus cultivés, ce sont des hybrides d'introduction récente. Quelques plantes médicinales, les toutes petites, Vaianu, Patois Purahi, le Niou, le Mapua, etc. Donc ces petites plantes médicinales, on hésite un petit peu, est-ce que c'est des introductions volontaires ou involontaires en mélange avec le tubercule de taro et la terre, mais pour l'instant on les met dans les introductions polynésiennes, tout comme le curcuma longa, le Eurea triti, ou le gingembre d'Océanie, le Eurea mueruru pour le shampoing. Ces deux-là font exceptionnellement des fleurs, en tout cas pour le curcuma, et quasiment jamais de graines. Alors, le lien entre la botanique et l'archéologie peut être fait au moyen de ces plantes-là d'introduction polynésienne. C'est-à-dire, si je fais le décompte dans chaque archipel de ces plantes-là, on s'aperçoit qu'elles sont toutes présentes dans la société, et presque aux îles Cook et aux Australes. Un peu moins en Marquise, un peu moins à Hawaï, un peu moins vers l'est au Gambie, etc. Alors, si vous savez peut-être qu'il y avait une hypothèse comme quoi c'est les Marquises qui avaient été colonisées en premier, découvertes en premier par les navigateurs polynésiens. Et après, c'est les Marquisiens qui sont arrivés à Tahiti. Donc ça, c'est l'hypothèse de Sinoto, un Américain dans les années peut-être 70 ou 80. Donc ça, aujourd'hui, ça a été démenti par des datations. Et ce qu'on retrouve avec le nombre de plantes d'introduction polynésienne, c'est un peu plus cohérent avec l'hypothèse d'une colonisation d'abord par l'ensemble société cook australe, puis après une colonisation des Marquises et de Hawaï, etc. Donc voilà, un petit lien entre la botanique et l'archéologie ou l'histoire humaine du Pacifique. Les introductions modernes, je vais en parler très rapidement, ce sont aujourd'hui essentiellement des plantes ornementales, un petit peu alimentaires au départ, hein, pour l'alimentation importée, tout ce qui était maraîchage. Les noms polynésiens généralement ne sont pas très pertinents, c'est beaucoup de dérivés du français ou de l'anglais. C'est des plantes dominantes dans les zones habitées. Malheureusement, parmi ces plantes importées, on en a beaucoup qui sont aujourd'hui naturalisées, qu'on retrouve dans le milieu naturel, et qui font le gros des espèces envahissantes. Donc 1500 espèces d'introduction moderne avaient été recensées. Aujourd'hui, peut-être qu'on est à 2000 ou 2500. Il n'y a personne qui tient vraiment le décompte. C'est très compliqué de s'y retrouver. Quand je vais chez les horticultrices, la plupart des plantes, je ne les connais pas. Beaucoup ont été introduits récemment. Voilà. Avant de laisser la parole à collègues de Montréal Biodiversité, il faut que je dise que ça va mal. En fait, ça va mal. La biodiversité polynésienne va mal. Pour dire qu'il y a des solutions qui sont proposées, il y a des actions qui sont faites. Donc, au niveau de la flore, j'en reviens, on a à peu près 1000 plantes indigènes. Sur ces 1000 plantes, 650 endémiques. Mais sur ces 650 endémiques, une récente évaluation a montré que la moitié des endémiques étaient en voie de disparition. Uniquement 6 sont éteintes pour l'instant, parce qu'on n'a pas été très pessimiste, mais il y en a une dizaine qu'on n'a pas retrouvées depuis 50 ans ou 60 ans. Donc voilà, la moitié des endémiques sont en voie de disparition à différents degrés, en danger critique, en danger vulnérable, etc. La direction de l'environnement, le ministère de l'Environnement a bien compris la chose, hein, et depuis une dizaine d'années, 170 des 1000 plantes indigènes sont protégées dans la réglementation. Donc c'est quand même notable. Si on fait la même chose on peut faire la même constatation sur les oiseaux, je passe trop rapidement, 100 espèces d'oiseaux, sur les 100 il y en a déjà 33 qui sont éteintes, et sur le reste, il y en a plus des 2/3 du reste sont en voie de disparition. Si je fais la même chose sur les escargots, ça c'est l'outre-mer, la Polynésie française, c'est la championne au niveau de tous les outre-mer français. 550 espèces escargots indigènes endémiques de Polynésie, dont 500 endémiques. C'est plus qu'en France métropolitaine. Malheureusement, sur les escargots, il y a eu aussi une grosse catastrophe avec les plus gros, ce sont les Partula ou Arero en tahitien. Ils ont été éliminés en grande partie par l'introduction de l'euglandine, l'escargot carnivore. Bon, pour dire que la plupart sont aussi en voie de disparition, les escargots, plein sont éteints, c'est encore mal connu en fonction des îles. Mais on a le même constat, ça va pas bien. Pourquoi donc, première hypothèse, c'est la surexploitation de ces espèces. Pour les plantes en général, c'est pas ça le gros problème. C'est le gros problème peut-être, mais il y a d'autres causes d'abord. Le santal, il n'est pas en voie de disparition parce qu'on a tout coupé. C'est parce qu'il n'a jamais repoussé depuis qu'il y a eu les premières coupes des santaliers. Je ne veux pas dédouaner les santaliers du début du 19e siècle qui ont coupé énormément de santal. Mais si tout allait bien par ailleurs, le santal aurait sûrement repoussé. Donc le santal est utilisé traditionnellement aussi pour les touristes, aussi en exportation de temps en temps. Donc c'est un des possibles exemples aujourd'hui de surexploitation puisque le santal en milieu naturel il est plutôt en voie de disparition. On a d'autres arbres qui sont utilisés pour leur écorce, qui parfument le monoï, que ce soit ici le maïré. Maïré, ça peut être une fougère, mais c'est aussi d'abord cet arbuste-là.
Les Annei aussi, leur écorce est utilisée. Et puis il y a une plante un petit peu célèbre aux Marquises, le Tueyao, dont l'écorce est médicinale et qu'on prélève pour faire des préparations préventives au développement de certaines maladies chez les femmes. Donc celui-ci, on prend l'écorce. Comme il n'y a que des pieds adultes énormes et qu'il n'y a aucune régénération à cause d'autres problèmes, de prendre l'écorce, c'est pas très bien pour la survie de la plante. Sur l'exploitation des espèces, on le voit plutôt sur les oiseaux. Hein. C'est souvent ça qui a fait disparaître certains oiseaux, pour leurs plumes ou pour leur corps, parce qu'on les mange. Deuxième aspect, ça peut être la destruction des habitats. Alors là, j'illustre, j'espère que tout le monde n'habite pas au Pic Vert à Tahiti. Mais voilà, l'urbanisation des plateaux, des planaises, de plus en plus haut. Si la forêt de basse altitude était très abîmée depuis 100 ans, il reste des zones un petit peu sympathiques là-haut, que ce soit au Pic Vert, que ce soit ailleurs. Hein. Certaines routes de montagne, ici la route d'altitude de Nukuiva passe par la forêt de nuages, passe à travers la forêt de nuages. Donc ça détruit des superficies notables de cette forêt extrêmement riche avec une trentaine d'endémiques insulaires. Bon, les barrages qui mangent de l'espace mais qui détruisent, qui sont des voies d'entrée aussi de plantes envahissantes et de fourmis, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de barrage et que c'est mieux de brûler du carburant pour faire de l'énergie. Hein. Je ne dis pas ça, mais voilà. Destruction des habitats, ce sont aussi des incendies. On a l'impression que ne brûlent que des endroits qui ont déjà brûlé depuis très longtemps, mais en fait non. Ça, c'est des photos prises à Montréal, au-dessus de Maharepa, il y a quelques années, ou une dizaine d'années. C'est de la forêt, donc ça c'est Rapiti. C'est de la forêt naturelle qui n'avait jamais brûlé ou pas brûlé depuis 100 ans, 200 ans ou 300 ans, hein, qui a brûlé avec des espèces protégées ici qui ont succombé par le feu. Donc il y a eu des énormes incendies ces dernières années, notamment à Bora Bora, les forêts d'altitude du Paria. Donc ça, c'est une grosse catastrophe. Je crois qu'il n'y a pas de botaniste encore qui est allé voir pour pleurer sur ce qui a disparu. Tahiti, il y a eu des feux aussi, et Nukuiva, il y a 300 hectares de forêt d'altitude qui ont brûlé il y a 6 ans. L'agriculture et la foresterie, là j'accuse maintenant la cocoterie. Au Tuamotu, la plupart des forêts d'atoll ont été transformées en cocoterie sous l'impulsion des missionnaires de l'administration coloniale française. Donc là aussi, il n'y a peut-être pas beaucoup de plantes au Tuamotu, mais les forêts naturelles ont largement été dégradées par l'installation de la cocoterie, l'entretien systématique par le feu. C'est pas bien pour les plantes, c'est pas bien pour les oiseaux, c'est pas bien pour les escargots. Les pâturages, bon, ça c'est Tourovi à Nukuiva, hein, c'est de la forêt d'altitude qui a été éliminée pour faire un grand pâturage, et de la même façon, les plantations de pin sur les zones de forêt d'altitude. De temps en temps, c'est bien aussi. Hein. L'idée des plantations de pin, c'est de produire localement des bois qu'on n'a pas besoin d'importer. Mais bon, ce sont des exemples de destruction. Les espèces envahissantes, on pourrait s'y attarder très longtemps. C'est la cause aujourd'hui, une des causes principales de dégradation, puisque des endroits qui n'ont même pas été abîmés par la main ou le pied de l'homme en montagne à Tahiti, des endroits inaccessibles, sont aujourd'hui complètement dégradés par ces plantes envahissantes, ces plantes ou ces espèces exotiques envahissantes. Aujourd'hui, la classification, le code de l'environnement comprend 52 espèces menaçant la biodiversité qu'il est interdit de planter, de vendre, de disséminer. Mais ce n'est pas toutes les plantes envahissantes qu'on peut avoir en Polynésie. Et sur ces 52, 18 sont parmi les 100 les plus envahissantes du monde. Donc c'est pas rien. Et pourquoi est-ce qu'on a ces plantes envahissantes qui se développent très bien, ces plantes ou ces animaux qui se développent très bien en Polynésie? C'est essentiellement parce qu'on a... Ici, on avait très peu de prédateurs. Les oiseaux n'avaient pas de prédateurs. Certaines plantes n'avaient que des insectes qui leur mangeaient et quelques feuilles, mais pas de mammifères herbivores. Donc peu de moyens de défense. Les plantes qu'on a ou les oiseaux qu'on a sont peu prolifiques. La croissance est lente et il y a donc une faible compétitivité par rapport à ces plantes-là qui sont des petits bulldozers qui ont été mis au point sur les continents avec une grosse compétition. Donc ouais, c'est pour ça qu'elles perdent. Donc quelques exemples un petit peu plus ou moins horribles. À Nukuiva, ça c'est l'acacia que vous avez sur quelques hauteurs de Papetoaille. Donc voilà l'acacia à Nukuiva, ce que ça peut faire dans les zones un petit peu sèches, qui étaient plus ouvertes naturellement. Donc là, il fait sec, donc il n'y a pas de vert, mais dès qu'il pleut, ça sera tout vert. Le Miconia à Tahiti, hein, ça c'est des forêts d'altitude qui aujourd'hui sont 100% Miconia. Des gens disent, ou on pourrait croire que néanmoins il y a de la végétation, ça tient le sol, mais quand vous allez en sous-bois de ces forêts-là, d'acacia ou de Miconia, vous n'avez plus rien en sous-bois. Donc dès qu'il pleut, on retrouve beaucoup de terre entraînée par le ruissellement, et donc beaucoup d'érosion. Hein. Vous pouvez vous faire la remarque que les racines de Miconia que vous voyez en montagne ici, les racines justement vous les voyez, alors que normalement une racine c'est fait pour être sous terre. Donc il manque quelques centimètres de terre,
Et quand c'est sur des kilomètres carrés, ça fait beaucoup de volume qui va dans les rivières, qui va dans le lagon. Donc oui, les gens font peut-être des terrassements en montagne, mais n'oubliez pas le Miconia. Ou le tulipier du Gabon. Le tulipier du Gabon qui est la grosse plante envahissante à Tahiti aussi. On a du mal à s'en sortir d'ailleurs. Le Miconia est plus facile à gérer que le tulipier. Lui c'est plutôt il est très instable, donc il va tomber quand il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Donc il va décrocher des blocs, donc une érosion en bloc, etc. Assez dangereuse pour les habitants. Les grosses crues qu'il y a eu il y a quelques années, il y a un an à Tahiti, c'est à cause des troncs de tulipier du Gabon ou d'autres plantes envahissantes qui ont créé des embâcles dans les rivières. Donc vous voyez, impact des plantes envahissantes sur la sécurité des habitants. Et là, pour illustrer, on n'a pas que ces deux, trois-là. Voilà des bonnes espèces envahissantes en devenir, le goyavier de Chine, le Atipopa, qui commence à se développer à Montréal, les calanchoé que vous avez chez vous en culture, je suppose, et puis une autre petite passiflore qui est présente sur les îles sous le vent, qu'on ne connaît pas encore pour Tahiti, qui ne va pas tarder à arriver. D'autres espèces envahissantes, certains ne vont pas aimer, mais les chèvres, les bœufs sont des animaux envahissants aussi, qui mangent mes santales endémiques à Rapa ici ou aux marquises ici. Ils mangent l'écorce, ils mangent les feuilles, etc. Le surpâturage herbivore, ça mène à ça. Ça, c'est Eyao marquise. Eyao, c'est 40 km². La moitié de Montréal. Voici sa carte. Tout ce qui est rose, c'est de la terre érodée. À cause des moutons, il n'y a pas de chèvres là-bas, c'est moutons. Et à l'époque, il y avait des bœufs et des chevaux. Mais aujourd'hui, il reste que des moutons. Les cochons. Donc le cochon polynésien était probablement pas très ensauvagé, plutôt élevé à basse altitude. C'était pas lui qui causait les principaux problèmes. Donc ça, c'est pas un cochon polynésien. Je pense que la race polynésienne de cochons a disparu. C'est maintenant des cochons qui ont été importés par les Européens, qui sont beaucoup plus, on va dire, débrouillards ou qui vont plus en montagne et qui font des gros dégâts. En disséminant d'une part des mauvaises herbes collées à leur pelage ou en retournant le sol. Ça, c'est au plateau du Temerani à Rayatea. Donc ils retournent le sol, ils empêchent la régénération de pas mal d'espèces endémiques, ou ils mangent, ça c'est un pandanus endémique du plateau Temerani, ils mangent les bourgeons. Le bourgeon terminal du pandanus, même nous on peut le manger. Les bourgeons terminaux de fougères arborescentes, il peut les manger, etc. S'il y avait des palmiers endémiques, ils pourraient manger le cœur de palmier aussi. Donc voilà, cochon aussi mangeur d'oiseaux, et bon ça c'est Philippe Rose qui en parlera. Les rats, donc là les rats sont des gros mangeurs de graines, d'amandes, de plantes indigènes ou endémiques, mais là, la plupart des endémiques sur lesquels on travaille à Tahiti, qui sont en voie de disparition, font des fruits assez gros avec des grosses amandes. Donc ça, c'est Ocrosia tahitensis. On ne connaît que 30 pieds à Tahiti. 100% des fruits sont mangés par les rats. L'écorce de santal, là, un petit rat sur aussi un santal aux marquises. Le rat mange aussi 100% des graines de santal. Aucune graine n'arrive à maturité. Alors les rats, j'ai juste mis ça... On a 4 espèces de rongeurs ici en Polynésie, la souris, le rat polynésien, le ioré, le rat noir, ioré popra, c'est le rat noir qui mange les cocos, c'est pas le rat polynésien. Et le surmulot, ça c'est le gros rat des égouts, il n'est pas présent partout. Donc on a 4 espèces différentes, on les reconnaît par leur taille, la longueur de la queue, le nombre de titis, etc., etc. Celui qui est gros problématique pour les oiseaux, c'est le rat noir, néanmoins le rat polynésien empêche aussi certains oiseaux de se développer, néanmoins le rat polynésien mange aussi des graines. Les palmiers polynésiens, on a quelques espèces de palmiers endémiques qui ont disparu, peut-être à cause du rat polynésien. Plus on travaille sur les plantes, on essaie de comprendre pourquoi elles sont en voie de disparition, on s'aperçoit aussi que les insectes s'y mettent. Insectes et autres pathogènes. Mais là, on a des bruches sur les graines d'érythrine endémiques de Tahiti, qui se développent dans les graines et les consomment. Les bruches, c'était une des 7 plaies d'Égypte que Moïse avait invoqué. Donc là, les bruches, elles mangent les graines d'érythrine endémique. On a des punaises introduites qui vont faire avorter des fruits de santal ici, ou des cétoines introduites aussi qui mangent les bases d'inflorescence de certaines plantes. La petite fourmi de feu, qui est une nouvelle arrivante fin des années 90 aussi, qui va stresser beaucoup de plantes, puisque d'une part, elle va élever des cochenilles, des pucerons, elle va aussi favoriser la fumagine, elle va empêcher les oiseaux de disséminer les fruits, etc. Donc un nouveau gros problème pour la faune et la flore. Changement climatique, on en parle beaucoup. Ça contribue, les forêts d'altitude. Bon, ici, c'est les zones les plus hautes de Tahiti. Ça, c'est le Rohena et le Pitoiti. Ces zones-là, les plantes qui sont propres à ces zones-là, et il y en a quelques-unes, elles ne peuvent pas monter plus haut. Donc si la température augmente, certaines plantes qui sont des arbres un petit peu plus hauts vont arriver à se développer au sommet de ces montagnes-là, et ces plantes-là qui nécessitent du plein soleil vont disparaître. Bon, le réchauffement climatique, il a bon dos aussi pour l'instant
le littoral des îles et des atolls, puisque souvent c'est plutôt les impacts humains qui causent l'érosion du littoral. Nettoyage par le feu de la cocoterie ou remblai des îles. Mais bon, voilà. Le réchauffement climatique, c'est aussi plus de phénomènes exceptionnels, cyclones, tempêtes, etc. Donc avec des forêts qui souffrent parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'avoir beaucoup de vent, donc des chablis, des bruits, ou des sécheresses. Bon, là j'ai illustré un petit peu de choses un petit peu sales. Quelques pollutions. On peut avoir aussi quelques extinctions en cascade. Mais j'ai un petit peu introduit la chose tout à l'heure au début. J'ai montré oiseaux indigènes disséminent des plantes indigènes. Et ben là, on a nos oiseaux endémiques qui disséminent des plantes introduites. Si ces oiseaux-là endémiques. Et si ces oiseaux-là disparaissent, on peut penser que certaines espèces de plantes vont disparaître. Et c'est peut-être la raison de la disparition de certaines espèces qu'on n'a pas retrouvées. Et bon, il y a aussi le phénomène d'accumulation des menaces. Une plante n'a pas qu'une seule menace, il y en a plusieurs. Donc le santal, comme par hasard, je le reprends, surexploitation par l'homme. Là, au pic vert ici, ils ont fait quelques terrassements sur une population naturelle de santal. Donc la modification de l'habitat cause problème. Les incendies, plusieurs populations de santal, depuis que je suis ici en Polynésie, ont brûlé. Heureusement, ils rejettent. Transformation du plateau de Towi en pâturage et plantation de pin, ça s'est fait aux dépens de la faune naturelle dans laquelle il y avait du santal. Les plantes envahissantes, le santal plutôt ces plantes envahissantes, c'est le tulipier du Gabon, certaines lianes, le pistache, le jambosier, etc. Les bœufs adorent manger les santales, ils cassent les branches pour accéder aux feuilles. Les chèvres, pareil. Les rats. Donc voilà, ça c'est sur le sentier du Rotui. Si vous savez reconnaître le santal, vous regardez au pied et vous voyez toutes les graines, tous les fruits consommés. Les insectes, tout ça c'est des photos de santal, les fruits avortés, moins d'inflorescence, etc. Voilà, j'en ai fini un petit peu sur ma partie. Manifestement, vous voyez que les actions sont nécessaires, je ne vais pas les développer, mais vous allez avoir un très bon exemple de ce qui se fait près de chez vous ici avec l'association Montréal Biodiversité. Et j'insiste sur 2 points, je pense qu'il faut les développer. Marlou. Merci Jean-François encore. Donc Marie et sa fille pour l'association Montréal Biodiversité. Ouais. Bonsoir tout le monde. Donc, nous représentons l'association Montréal Biodiversité. Donc, Swan Larmé, la présidente, Marie Geoffroy, la secrétaire. Et donc, en fait, nos actions principales se portent sur la lutte contre les invasives au niveau terrestre, donc sur Moorea. Et du coup, nous sommes une association qui existe depuis 2 ans maintenant. Et nous travaillons donc en particulier sur 3 espèces, donc le falcata, le tulipier du Gabon et le miconia. Et le miconia, c'est vraiment notre priorité sur Moorea aujourd'hui. Voilà, on est une association qui a, occupé environ 400 personnes par année. C'est-à-dire qu'entre les bénévoles et nos formations auprès des collèges, lycées, tout ça, par année, nous avons à peu près 400 personnes qui viennent avec nous pour traiter le miconia, le falcata et le tulipier du Gabon. Donc, je vais laisser la parole à Marie Geoffroy qui va s'occuper de vous donner tous les détails. Bon, c'est vrai que les jeunes sont toujours très occupés parce que professionnellement ils sont actifs. Donc nous les vieux, avec Muriel la présente et Pascalin, on est plus sur le terrain, c'est sûr. En gros, comment ça se passe? On a un vrai problème par rapport à la protection de la biodiversité, à Montréal spécifiquement. On explique souvent que à Montréal, on est sur une île volcanique, on a des roches volcaniques, on a très peu de substrat. C'est comme si on marchait sur des filets de racines entrecroisés. Et que entre ces filets de racines entrecroisés, on a un petit peu de terre. En gros, c'est ça, notre terre à Montréal.
Le problème, c'est si on n'a plus de biodiversité, si on n'a plus toutes ces espèces si différentes, avec des racines si différentes qui cohabitent et qui s'équilibrent les unes les autres, si on n'a plus que des invasives, et je vous assure qu'il y a des endroits dans la forêt, dans les forêts naturelles de Montréal, où on a 4 espèces d'arbres, et les 4 sont tous des invasifs. C'est dramatique. Et on remarque à ces endroits-là que, en effet, on a, comme Jean-François l'a cité, on a un myconia qui a une racine en forme de cerf qui est extérieure. Vous allez voir les falcatas. Les falcatas, ils ont été plantés. Hein. Ils ont été plantés pour faire des boîtes toilettes et des cartons. Les falcatas, ils ont des grosses racines qui sortent. Un peu comme si on avait des gros tubercules au bout qui leur servaient de nourriture. On a pareil pour le tubercule du Gabon. C'est comme s'il faisait un bulbe juste en dessous de son tronc. Hein, avec très peu de racines. C'est-à-dire qu'il s'écroule, on voit bien qu'il n'y a rien. Donc ces arbres invasifs-là, qui sont très présents, ne retiennent pas le sol. S'ils ne retiennent pas le sol part dans le lagon. Et comme disait Jean-François, on est tout à fait d'accord sur les constatations que font les scientifiques, parce que nous, sur le terrain, on le constate. La terre, les boues que l'on retrouve dans le lagon, ce n'est pas de terrassement à Montréal. Il n'y a pas beaucoup d'habitations en hauteur. C'est surtout et d'abord des invasifs avec du lessivage de sol. Et quand les boues elles arrivent au lagon à la saison des pluies, dans le lagon, ce sont les juvéniles qui sont là. Donc après on dit ah il y a une surpêche à Montréal, dans le lagon, il n'y a plus beaucoup de poissons. Mais il y a aussi beaucoup moins de reproduction à cause des boues. Ça c'est le problème terre-mer. Ensuite on a des sols, peu de sols agricoles, on a 50 cm en gros de substrat. Mais si les sols partent dans le lagon, n'oubliez pas qu'on est sur un relief qui est jeune. On a de moins en moins de sols appropriés aux cultures. On a aussi un gros problème à Montréal qui est le problème de l'eau. De l'eau pour nous. Alors là, on ne parle même plus de rivière, on ne parle même plus de protection de la nature, de oh mon Dieu, comme c'est joli la forêt, et comme j'ai pas envie de me couler dans une forêt comme Myconia, on a un réel problème. C'est-à-dire qu'à Montréal, on a ce qu'on appelle des surfaces aquifères. C'est-à-dire que ces filets successifs entrecroisés de racines, c'est comme si on avait un tissu d'éponge. À la saison des pluies, ça se gonfle, ça retient l'eau. L'eau, elle s'égoutte petit à petit dans les poches, entre les roches volcaniques en dessous. À la saison sèche, ces poches-là, elles continuent de déborder dans les ruisseaux et on a encore de l'eau. Si on n'a plus cette biodiversité et toutes ces racines, on n'a plus d'éponge, on n'a plus d'eau potable, nous, à Montréal, au robinet. C'est aussi simple que ça. Bon, nous, quand on a commencé à s'occuper des espèces invasives, de la biodiversité, on n'avait pas du tout conscience de ça. On s'était juste dit, ah, il y a 15 ans, 20 ans, quand on allait au col des Trois Cocotiers, par Vaillanais, on montait par Apiti, dans la vallée de Vaillanais, on avait au-dessus de la maison de la nature un réservoir d'eau, une prise d'eau avec un réservoir, on avait des petites tortues comme toutes de Myconia, ça au sol. Et puis quand on est revenu 15 ans après, on avait des tribus comme ça, et on avait une forêt de Myconia. Donc on s'est dit que réellement, on avait un gros problème. Jean-François est venu à la rescousse, heureusement. Oui. C'est-à-dire qu'on savait que Manusov faisait des actions sur Tahiti, et donc, comme Jean-François travaille avec Soprano, il est venu en renfort, il nous a dit, bah oui, en effet, il y a un problème, il a expliqué les choses. On s'est dit, oui, ok, on va agir en direct. Donc on agit en direct, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire 4 types d'actions sur les invasives différentes. Une première action, on a mis tout à fait au début, on s'est dit, oh, on va commencer petit, on va faire une sortie par mois, familiale, facile, pas trop loin à marcher pour aller couper du Myconia, du tubercule de Gabon, etc. Une sortie par mois, on a fait une page Facebook avec un événement par mois en public. Voilà, donc vous êtes les bienvenus, c'est toujours facile. Ensuite, parmi ces gens qui dégommaient les Myconia une fois par mois, il y en a qui se sont dit, bon, il faudrait peut-être y aller un peu plus souvent, parce que ça va vite le Myconia, ça va beaucoup plus vite que nous. Donc on y a été une fois par semaine. Ça, c'est les randos myconieurs, une fois par semaine, pareil, on publie sur notre page. Les endroits sont un peu plus difficiles, il faut un peu marcher. On a eu des subventions qui sont arrivées très vite, on ne les a pas demandées. On est venu nous voir, on a dit, vous faites des soins invasives, il y a des sous pour ça, vous savez, comptez un dossier.
on est devenu très sérieux, on a fait des rapports d'activités sur nos sorties, où on allait, combien d'hectares on faisait, quel taux d'invasion. Je vais vous donner un petit chiffre. Sur les 60 hectares de forêt naturelle au Pounou que nous avons traité en 2 ans, le taux d'invasion moyen à l'hectare, pour ce qui est du Miconia, il est de 3500 pieds. Un hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres. C'est 10 000 mètres carrés. Ça veut dire que sur 10 000 mètres carrés, vous avez en moyenne 3500 pieds. Adultes, on ne parle que des adultes, plus de 3 mètres de haut, ceux qui font des fleurs et des graines. Vous avez 3500 pieds sur 10 000 mètres carrés. C'est-à-dire un pied de Miconia tous les 3 mètres carrés. Vous imaginez 3 mètres carrés, c'est ça. Vous avez un pied de Miconia adulte. Ça, c'est les 60 hectares qu'on a traités. Ensuite, grâce aux subventions qu'on a eues, on a pu avoir un professionnel qui est venu nous aider. Alors, les animateurs dans la biodiversité, des gens plus qualifiés que les autres pour nos bénévoles, sont présents avec lui, d'abord pour l'aider, et puis ensuite pour comptabiliser tout ce qui est fait, pour pouvoir avoir un rendu par rapport aux scientifiques. C'est-à-dire que nos rapports annuels, à la fin de l'année, rapport scientifique épaulé par Jean-François Buteau, rapport d'activité que nous faisons régulièrement, on fait un global tous les ans, on transmet à l'ADIREN, on transmet à la DAG, et bien sûr aux organismes qui nous subventionnent, comme l'Agence française de la biodiversité. Je ne sais plus où j'en suis. C'est vrai qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire, mais une par mois, une par en semaine. gros, Une par mois, une par semaine. une par mois, une par jour. semaine, plus le professionnel qui intervient, plus nous avons des représentants des lycées agricoles qui sont là, des professeurs, et pas que, aussi des professeurs de collège qui fait appel à nous, où on fait une formation à la biodiversité, un peu plus réduite, beaucoup plus réduite, ce que Jean-François nous a fait là, et où on vit après les classes, on les emmène sur le terrain pour dégommer du Miconia, Miconier comme on dit. C'est une manière de parler, on n'est pas des gens très violents. En fait, on est très nuancés. Par exemple, pour vous dire, des plantules de Miconia, autres comme ça s'arrache facilement. Mais si vous êtes sur une rive, que la plante elle est comme ça, au-dessus de la cascade, sentier du col côtier au Pounou, par exemple, envahi de plantules de Miconia et de Miconia. On n'arrache pas, on coupe à la scie et on traite avec un vrai traitement chimique du triclopyre, qui est un traitement systémique, donc ça, il va descendre jusqu'aux racines, il va tuer les racines. Ce triclopyre, il a une durée de vie de 24 heures. Il ne peut pas tuer les plantes qu'il y a autour si elles ne sont pas coupées elles aussi, c'est-à-dire s'il n'y a pas une blessure qui pourrait permettre à ce triclopyre d'accéder aux racines. On est très prudent, on a des pulvérisateurs avec des jets qui se règlent pour ne pas en balancer n'importe où. Donc on essaye de faire des choses nuancées. On a un gros problème, et Jean-François en a parlé, c'est le tulipier du Gabon. Pourquoi c'est un gros problème pour nous? Parce que c'est énorme. Et que si on le coupe, il tombe, il casse tout autour. On ne peut pas se permettre de le couper. Donc on essaye de trouver des moyens de l'entailler, de mettre du produit, et bon, ça, cette année, donc en 2018-2019, on va avoir des protocoles de suivi sur une zone de tulipier du Gabon qu'il y a entre les deux sentiers des ancêtres à Okunohu pour tester quelle est la meilleure solution à propos du tulipier du Gabon. Ici à Montréal, les botanistes disent que pour ce qui est du Miconia, qui est la priorité numéro 1, c'est l'une des 100 premières pestes au monde. Ce n'est pas juste un problème de Polynésie, c'est une peste mondiale. Donc le Miconia, c'est notre priorité numéro 1. Nous avons... j'ai perdu la suite. C'est pas grave, ça va revenir. Donc pour ce qui est... non, tu peux. Enfin, le tulipier du Gabon, donc, on a un souci, il faut organiser les protocoles.
Le miconia, on le dégomme, mais pas n'importe comment. Quand on le tombe, on fait tomber au bon endroit pour qu'il n'abatte pas les arbres autour. Et il faut savoir que ce sont les crêtes où nous avons les ancêtres des miconias. C'est-à-dire que les miconias, ils sont arrivés par en haut. Les oiseaux, avec les graines, ils faisaient caca-graines. Et ensuite, donc, c'est descendu. Donc, le plus difficile, c'est d'aller agir là-haut, sur les crêtes, avec des pentes comme ça. Parce que si on n'enlève pas les gros qui sont là-haut, on aura beau faire en dessous, ça ne sert à rien. Donc tout ce monde-là qui nous vient, l'année dernière on a eu donc 225 bénévoles pour dégommer le miconia, qui sont venus nous aider. Et on a aussi des gens, des animateurs mondiaux de biodiversité, très régulièrement, qui sont là toutes les semaines. On a besoin de votre soutien. Nous avons besoin de montrer notre sérieux en faisant des rapports très circonstanciés sur toutes nos actions, afin d'avoir un certain nombre de volumes de subventions qui nous ont permis jusqu'à présent d'acheter quand même 2 tronçonneuses et de pouvoir financer un forestier qui est venu faire des interventions sur le terrain dans des endroits comme ça. On ne l'a pas laissé aller tout seul, je vous rassure. On a été avec lui. Voilà. Je n'irai pas plus loin, on a vraiment besoin de vous. On remercie beaucoup, que ce soit les lycées agricoles, collèges, les associations culturelles telles que Pounaréo, les administrations telles que la commune de Montréal-Meillot qui nous demandent de venir former les gens à la biodiversité, grands, petits, et qui nous permet ensuite d'avoir un volume de bénévoles qui viennent nous donner un coup de main. Parce que je vous assure, il n'y a qu'un seul moyen, c'est l'huile de coude. Il n'y a rien d'autre à faire. Personne n'aura jamais les moyens financiers de payer des gens pour aller protéger la biodiversité à Montréal. Personne. Aucun pays n'a les moyens de faire ça. Ni la France, ni la Polynésie. Le seul moyen, c'est nous.